vais vous parler du Saint-Valéry. C'était le bateau qui avait été construit pour la guerre. Ils ont sorti au moins une dizaine par jour dans le chantier et il y avait près de 1500 Liberty après la guerre qui étaient dans la baie de Chesapeake montant bâtiment et j'avais jamais vu une armada pareille de bateaux les uns après les autres parce qu'ils s'étaient pour monter à la ferraille ou pour vendre à l'Europe qui n'avait plus beaucoup de bateaux, quoi. Et ces Liberty, ils étaient bien faits parce que c'est le seul navire que j'ai fait où il y avait des commodités. On était des matelots, on était par deux, avec dedans une table pour écrire, et puis on était bien, donc, avec des ventilateurs, il y avait la radio dans tous les postes, et puis on prenait notre douche avant de passer à table, et il y avait donc le postal qui prenait en charge de ramasser la vaisselle, de mettre les à la table, aussi bien pour les matelots d'un côté, et au milieu il y avait donc une sorte où il pouvait faire la vaisselle, en chacun, aussi bien pour la machine à côté c'est pareil, pour les gens de machine, les chauffeurs, les mécaniciens et tout, et c'est pareil pour nous. Et ce postal, il s'occupait de deux endroits. Mais il fallait que, pour aller manger, prendre nos repas, il fallait qu'on soit propre. Donc on prenait les douches, on s'habillait convenablement, si on avait des taches ou du mazout ou n'importe quoi, et puis on prenait nos repas. Voilà, c'est le seul bateau qui vraiment était confortable, le seul que j'ai fait, parce que dans tous les autres, aussi bien les messageries maritimes que d'autres, on avait des postes à l'avant, c'est-à-dire que tous les matelots étaient sous les trames, et on était des 6 matelots, là on tassait, tu vois, avec une table de bois, où on pouvait prendre manger quelque chose, ou boire de l'eau, ou n'importe quoi. Et donc c'était pas bien cloisonné, quoi, et donc quand on partait de là, quand il y avait un gros temps pour rejoindre la passerelle, il nous fallait courir sur le pont parce que les lames elles passaient par-dessus. Alors on s'arrêtait, on regardait le mouvement du bateau, et là on se lançait pour arriver jusqu'au fond où on ouvrait la porte blindée pour pouvoir entrer, on la refermait après. Mais il fallait faire attention parce que le bateau qui se lève et qui s'affaisse, automatiquement tu glisses, tu risques de passer à la mer. Ça m'est arrivé d'ailleurs sur le Marie des Fleurs, où il y avait des gros paquets de mer, et j'ai voulu aller à l'avant du bateau pour prendre quelque chose, mais après pour revenir, c'est une lame qui m'a pris et qui m'a transporté jusqu'au pied de la passerelle. J'aurais pu tomber à l'eau. Et alors là, ça aurait été catastrophique. Je ne l'aurais pas plu. Ah bah oui. Mais des aventures comme ça en mer, ça arrive. L'épaulet vers Liberty Ship, c'est les seuls bateaux que j'ai appréciés. Après, il y avait du confort, il y avait de la musique, on faisait ce qu'on voulait. Voilà. C'était sur quelle ligne alors le Saint-Valéry? Pardon? C'était sur quelle ligne que tu l'as... Le Saint-Valéry, on ferait donc les États-Unis. Bon, dans ça, on a fait Brest, Cherbourg, Dunkerque, on venait de Marseille, où j'avais embarqué. Et ensuite, on est monté jusqu'à Dunkerque. Parce que les autres bateaux que j'ai fait, j'en étais plus haut vers Hambourg et tout, avec le Catalide. D'une autre compagnie, et c'est un bateau français, quoi, le Catalide. Mais là, c'est surtout le Saint-Valéry, de là, de Dunkerque, on a été large l'Ouessant, dans la Brune, à côté de Brest, quoi. Il y a un bateau anglais dans la Brune qui nous a coupé tout l'avant du bateau. Il y avait même plus de 15 à 20 mètres d'étrave, et heureusement que le bateau était étanche entre l'étrave
on peut les craler tous, ils étaient étanches, se sont tout coulés, si c'est notre bateau, on coulait. Tandis que là, alors, on a eu tout avant arraché, près de 15 à 20 mètres, et donc, le bateau qui nous a entretenu, c'était un bateau anglais, il nous a demandé si on avait besoin de lui, c'est tout ça, et le capitaine, et nous on a été sur le pont, on a regardé des lampes, on a vu que le bateau n'avait pas été fissuré à la hauteur de la passerelle, quoi. Donc il y avait entre les cales de devant, parce qu'il y avait deux grandes cales, automatiquement ils nous ont arraché une partie devant, mais tout n'a pas été démoli. Donc on pouvait encore marcher, et comme ça on a besoin donc Brest. Après on est parti à Chabou pour faire des réparations et d'enquête. Et cela, après une fois qu'on a été réparé, on a mis peut-être 15 à 20 jours de réparation, on est parti aux États-Unis pour Baltimore, New York, Galveston, et puis on est revenu à Baltimore, puis on est parti. Alors, c'était l'épisode concernant le Saint-Valéry. C'était le Saint-Valéry. Alors, il y a eu un épisode de la sortie du bâtiment avec le Saint-Valéry. On est entré directement, on passait là, mais dans l'œil d'un ouragan, force 12, qui partait, s'est déplacé du golfe de Floride, du golfe de l'intérieur, qui s'est déplacé vers le nord-est. Donc, il allait prendre notre route automatiquement, puisqu'on était engagé dans le sentier déjà. On est pris juste, on a vu dans les cartes d'ailleurs qu'il y avait un centre des capitaines, on voyait se déplacer, et dans une sorte de télé qu'on avait là, tu sais, on voyait comment on voit des fois à la télé, tu sais, le wagon qui prenait tout le vol du Mexique, et on voyait, on allait rentrer droit devant, finalement on s'est retrouvé dans l'œil de cette wagon, et donc c'était terrible parce qu'il y avait des lames hautes de 12 à 20 étages, aussi grandes que l'immeuble où nous habitons, et qui nous faisaient, on plongeait dedans, carrément sous la lame, et c'était une véritable montagne. Et puis après, quand on se relevait, par l'arrière, quand on se relevait, ça faisait un ravin, et puis l'hélice tournait dans le vide. Et donc on avait écouté par la Laponie et tout ça, qu'il y avait plusieurs bateaux qui avaient perdu leur hélice, et qui étaient désemparés, puisqu'ils ne peuvent plus se guider. Et donc, ça avait très mal et m'a mis très peur. En ce qui me concerne, moi, j'étais content de voir tous ces vagues et tout ça, mais quand le capitaine, parce qu'on avait de l'eau jusqu'aux genoux, et on voyait qu'on avait perdu des embarcations de sauvetage et tout, ils étaient emportés, les grandes manches à air qu'il y a devant le bateau, elles étaient froissées comme un papier, alors que c'est des largeurs très grosses, et elles étaient terribles, quoi. Il y avait deux grandes manches à air juste devant la passerelle. Et donc, on a vu tout ça, et le bateau, le capitaine a décidé de faire demi-tour, de mettre à la trappe ce qu'on appelle de reprendre notre route d'où on venait, faire demi-tour. Et puis en attendant, votons après. Et donc, on avait donc ces lames très hautes, on les avait après par l'arrière. Et donc on est rentré dans ce bâtiment, on est resté une nuit là, et puis le lendemain, le capitaine, il a estimé qu'on pouvait partir. Donc on est reparti, mais la mer était très mouvementée, et donc on allait d'un côté d'un nord, d'un côté d'un autre, et on est arrivé au bout d'une quinzaine de jours au Havre, mais le bateau, il était complètement rouillé, alors qu'il nous avait fait peindre le potassier et peindre la passerelle pour entrer à Baltimore pour faire
pour dire que le bateau était plus beau. Et finalement, donc on a rebroussé chemin et on est parti pendant toute cette merveilleuse montée jusqu'à notre arrivée au Havre, où on est rentré au port comme ça. Parce qu'on avait beaucoup d'eau, on a pris puisqu'on avait de l'eau jusqu'aux genoux. Et c'est là, au plus fort de la tempête, au départ, que le capitaine avait dit, bon alors les gars, vous avez Dieu pour soi, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et c'est là qu'on a pris conscience de ce qui nous arrivait. Et j'ai vu des copains à moi qui étaient mariés avec des enfants, qui habitaient au Rang, et qui pleuraient. Ils pleuraient parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient plus revoir leur famille, leurs enfants, leur famille. Et là, j'ai pris conscience de la gravité de cet ouragan, de ces lames, et d'avoir de l'eau presque aux genoux, sur le bateau. Mais après, donc, on est rentré à Baltimore, parce que ça, c'était donc quand on partait, quand on est tombé en plein dans l'ouragan. Mais alors, après, on est rentré à Baltimore, on a passé une nuit, et là, on est reparti après, en arrivant au Havre, tout mouillé, mais alors, avec de l'eau encore dans les fossiles, là, parce qu'on ne pouvait pas évacuer l'eau, cette eau. Et sans embarcation, il restait une embarcation, je crois, parce que tous les autres, c'était parti, on n'aurait pas pu donc se sauver si on était tombé à la mer. C'était pas comme dans le film qu'on a vu l'autre jour, avec la tempête. Avec la tempête, hein, et que on voit l'eau qui rentre dans la passerelle et tous ces machins-là. Mais là, on était amarré à la passerelle. Oui. Quand on était, parce qu'en tenant là-bas, il fallait pas qu'on parte, parce que si quand le bateau se met en travers, tu te sereines contre les parois. Oui. Et que tu tues ou n'importe quoi. Donc vous aviez une bonne étoile quand même. On a eu une bonne étoile, oui, c'est vrai, c'était le seul gros temps que j'ai eu, parce que pardon, il y avait du mauvais temps dans l'Atlantique ou en Méditerranée, des fois, mais c'était pas pareil. Mais là, c'était l'ouragan. Et j'avais pas l'habitude de voir des ouragans. Bien sûr. Si j'avais été dans le Pacifique et il y avait un typhon, j'aurais vu un typhon, c'est aussi mauvais que l'ouragan. Oui. Mais là, c'est un ouragan de presque 12, ce que j'appelais avant, je ne sais pas comment ils établissent maintenant l'échelle des ouragans. Oui. Tu vois? Eh bien, c'est une belle aventure. J'étais affreux de voir ces lames. Au début, je m'amusais de regarder, qui passait par-dessus le bateau, et notre bateau plongeait dedans. Carrément, c'est un grand bateau, c'est pas un petit bateau, c'est un grand bateau. Tu as vu dans le passage où il y a une mer mouvementée, que tu auras un bateau qui plonge comme ça, et là c'est un gros bateau, donc un bateau lourd. Donc quand tu plongeais dans cette lame qui venait en toi, tu passais par en dessous. Et l'eau est rentrée dans les mouchères, et c'est pour ça qu'on avait de l'eau aux genoux, quoi. Alors là, c'est une histoire qui n'arrive pas à tout le monde. Elle m'est arrivée. C'était à Oran, et puis j'attendais un embarquement, et l'administrateur d'Oran, dans le bureau duquel j'ai travaillé pour être à côté de lui, pour avoir un embarquement dans le Rancourt, me dit, il demande 2 matelots. Il y a un capitaine qui demande 2 matelots pour un bateau, mais c'est pas du long cours, hein. C'est pour la Méditerranée. Alors, est-ce que tu as pas un copain, parce qu'il me tutoyait, est-ce que tu n'as pas un copain qui voudrait embarquer un bateau avec toi? Et à ce moment-là, il va partir demain, alors il faudrait quand même être avec son sac demain à bord, pour pouvoir partir sur ce bateau. Et donc je demande à mon ami, mes copains,
s'il voulait s'embarquer avec moi, c'est ce bateau. Et nous, on croyait que c'était un bateau normal, quoi. Alors on embarquait à bord, et donc un appareil, le lendemain, un appareil pour Tanger. On arrivait à Tanger, bon, c'était un bateau commun, on dit, ben on va rester sur ce bateau. La Palerma, c'est un petit bateau, c'est pas un rouillé, mais ça fait rien. On prendra des longs courriers après plus tard, quoi. Et à ce moment-là, on monte, on quitte Tanger, on devait quitter Tanger. Mais avant ça, il fallait qu'on passe en Espagne, dans un port juste en face du détroit, qui s'appelle Huelva. Et parce qu'il fallait faire un chargement de champ de liège. Mais avant ça, on avait embarqué sous l'œil bienveillant de la douane, on avait embarqué des cartons de cigarettes, mais nous on ne savait pas que c'était du trafic, quoi. On voyait embarquer, on voyait le douanier qui était là, qui regardait et tout ça, et puis on s'était aperçu de rien, on ne savait pas que ce commerce existait, on avait entendu parler vaguement, mais on ne savait pas qu'on était tombé sur un bateau comme ça. Et donc, après, on a chargé à moitié, un peu plus de la moitié des cannes, des cigarettes, on arrive à Huelva et on embarque. C'est un chargement qui est destiné de bouchon de liège pour Gênes, pour quelqu'un qui avait commandé des bouchons de liège, parce que c'était plus bon marché en Espagne. Alors on a embarqué donc ces ballots de liège et tout ça sur les cigarettes. Mais il suffisait qu'on déplace quelque chose pour qu'on s'aperçoive qu'il y avait quelque chose en bas, quoi. Et on a quitté Huelva, et de là on est parti, je sais pas, en direction, je demande au capitaine, où c'est qu'on va maintenant? Il me dit, ça ne va pas. Alors là, c'est la première fois qu'un officier, un commandant, que je me dise que ça ne va pas, et je lui dis à mon copain, parce qu'on était que deux matelots d'avant. Les deux matelots étaient partis à débarquer à Rouen, et nous, on n'embarque pas les remplacer. Donc on n'était que deux matelots seulement, et c'était nous qui devions prendre la barre chaque fois. Alors on se relayait en mer. Et après, bon, on faisait les choses qu'il y avait à faire après, quand on arrivait dans le port et tout. Et donc je lui dis à mon copain, écoute, il y a quelque chose de drôle. J'ai demandé au capitaine où c'est en aller. Je lui dis, mais t'en fais pas. Il m'a dit que ça ne me regardait pas, mais moi, quand il va descendre dans sa cabine, moi je regardais la carte. Et j'ai été obligé de tourner, et tout ça parce que j'avais l'habitude des problèmes de navigation, que j'avais appris à l'école. Et je regarde alors la carte, et là je voyais que je dirigeais vers le haut de la Méditerranée. Alors c'est une destination, on allait dans l'eau, on ne savait pas où. Est-ce que c'était Barcelone, est-ce que c'était en Italie, en Corse, et on parle, et donc, et puis je lui dis à mon copain que là on faisait attention, parce que là, moi je veux savoir où on va au fur et à mesure. Alors je voyais les phares avec le clignotement, tu sais, de balayage, trois ou un, et c'est marqué sur la carte. Les phares avec le clignotement, donc tu peux te reconnaître quel phare c'est, à quel endroit. Et tu regardes la carte et je voyais, donc je pars avec, je comptais les balais, tu vois, du phare, et je savais lequel c'était. Alors on passait devant Valence, au large, quoi, parce que Valence après plus haut, tu sais, du côté de Barcelone, et puis après, on s'en va de l'Europe du Lyon. Et là, on s'arrête, et on éteint toutes les lumières. La nuit est tombée, on éteint tous les lumières du bateau, qui signalent ta position, et puis de la façon que tu es placé, tribord, bâbord, avec le rouge et le vert, tu sais la direction
que tu peux avoir ou n'importe quoi. Mais là, si tu ne bouges pas, tu restes là. Et quand tu vois un bateau arriver, alors, pour pas qu'il te rentre dedans, tu rallumes le feu. Mais tu les éteins après, une fois que ce bateau est parti, tu les éteins après. Et donc on attend, et le lendemain on était là, et on se voit venir une vedette rapide, avec des types avec des mitraillettes, il y avait des casquettes, tout ça, c'était les deux commissaires de Marseille qui venaient avec la vedette rapide en question pour demander au capitaine quand est-ce qu'il pouvait embarquer les cigarettes. Ce qui avait été chargé pour lui. Et donc, il avait tant de ballots de cigarettes qu'il avait payé une partie, et donc il fallait faire l'inventaire et tout. Mais le capitaine, il a dit, fais mauvais temps maintenant, la vedette rapide était à côté, elle ballottait de tous les bords, et ils n'étaient pas trop marins, tu sais, ceux qui conduisaient la vedette là. Et même on a failli dire, on dit, mais alors là, vous n'êtes pas marin, parce qu'ils ne savent pas pour tirer pour s'amarrer, tu sais, pour tirer le bout. On a presque, le capitaine, il était vous. On dit, bon, et comme ils avaient eu avec des mitraillettes et tout, et tu sais, on ne la menait pas là, quoi. Alors, je dis, vous venez demain parce qu'on ne peut pas faire de déchargement comme ça, hein, parce qu'il fait mauvais, il y a des lames et tout ça. Il dit, bon, on viendra demain après-midi. Une fois qu'ils sont partis, le capitaine dit, bon, allez, lavons les amarres, enfin, du moins, pas les amarres parce qu'on n'était pas amarrés, nous partons. Alors, on prend la direction de la baie d'égout où se trouve à côté de Marseille. Il y a une baie qui s'appelle la baie d'égout, une petite baie, et il n'y avait pas de bateau. Donc on est rentré, on est resté là peut-être une heure. Mais le phare du Cap de Marseille, là, on nous a signalé quel était le nom de bateau, parce que le bateau, normalement, ils n'avaient pas l'habitude de rentrer dans cette crique. Le nom du bateau. Alors, moi, le capitaine me dit, dites le nom du bateau. Alors, je crois que c'est tu sais. Mais je ne suis pas resté, je me suis trompé exprès, tu sais, pour pas que j'y vais. Et alors, on file, on s'en va. Donc, alors, ils se sont arrêtés de faire des machins, ils ont vu ils ont pensé que François était là pour un rien, quoi, et pour une réparation ou pour quelque chose. Et donc, ils nous ont pas embêtés, alors on est parti et on est passé le détroit de Bonifacio. On a passé le détroit, et on ne plus demandé où ça en allait ou pas, hein, parce que vous m'avez dit une fois, ça ne vous arrive pas, mais j'ai pas intention. Puis on descend, une fois passé le détroit de Bonifacio, on descend, direction La Valette. On rentre, on se met à pied, et il me dit, après je m'en vais, parce qu'il faut que je voie le consul de France, pour demander de l'argent, parce que j'ai pas d'argent pour payer le réseau et tout ça pour partir. Il s'en va, il revient, il avait eu l'argent du consul, puis il a dit, je vous rendrai, toi tu as vu cet argent, mais le consul l'a pas vu. Alors on s'en va, une fois qu'il a fait le chargement de gazole, on s'en va et on s'en va en Adriatique, en face de l'Ancona. Et là, le même scénario, tout soit éteint, on attend. Alors, chaque fois qu'il y a un bateau qui passait, alors, c'était toujours à la veille, où mon copain ou moi, on était à la passerelle, pour regarder s'il y avait un bateau qui arrivait trop près de nous, de façon à allumer, hein, pour qu'ils sachent qu'il y avait une présence et qu'ils ne rentrent pas dedans. Et après, on les éteignait devant nous après. Donc, on a passé la nuit. Le lendemain, il faisait jour, on était là, mais tu vois, mais on faisait rien, quoi. On voyait passer les bateaux, on ne pouvait pas éteindre des lumières en plein jour, c'est pas la peine. Et donc, on a attendu 3 jours, comme ça. Au bout de 3 jours, il y a même un bateau pêcheur qui est venu, qui s'est mis les comprimés près de nous, ils avaient fait une sorte de bouillabaisse, ils
puis ils nous ont demandé si on en voulait, et tout, ça faisait un an, vous voulez, on voulait. Alors ils nous avaient donné un plein de poissons et tout, et après ils étaient partis, quoi. Et tout d'un coup, on voit venir une autre vedette avec les conseils italiens. Alors le capitaine, il a dit, écoutez, je vous attendais, mais vous n'êtes pas venu. Et tout ça, il dit, mais c'est la fête de la Vierge. Ici, pendant la fête de la Vierge, on ne travaille pas pendant 2-3 jours. Parce qu'il y a les processions, il y a tout. Et c'est les 27. Qui était dans les boîtes de nuit, tout ça, tu vois, pour les cigarettes et tout, et puis le trafic. Et donc, il leur a donné tout le chargement de cigarettes, donc les cigarettes de ces Italiens, plus les cigarettes qu'ils avaient été déjà payées par les concerts de France. Et il les a données aux Italiens. Ils ont tout embarqué, ils sont partis. Une fois qu'ils ont vidé, ils ont payé les Italiens, mais il avait la part en plus qu'il avait de concerts de France, celle-là, elle a perdu, quoi. Mais il avait pris l'argent. Et de là, on fait le tour, redescend la porte, on s'arrête à Civitavecchia qui a en face de Rome, à l'intérieur. Mais on s'arrête là et à la tombée de la nuit, comme ça, on va et on s'installe sur un quai. On s'est mis sur un quai en attendant de faire des papiers pour les tabosser au quai et tout, mais tous les portes, c'est comme ça. Et lui, vous ne pas payer, bien sûr, rien du tout. Donc, au l'aurore, au matin, allez hop, mais le cap sur Gênes. On s'en va à Gênes. Dans notre trajet, il vient nous reçoit dans son bureau. Alors, il dit, je vais vous demander quelque chose. Vous voyez, je suis en train de faire un rapport, et quand on va arriver à Gênes, il faut qu'on aille au tribunal de commerce. Et donc, il me faut 2 témoins. Le témoin, c'est vous, tous les deux. Et il faudra que vous signiez la déclaration que j'ai faite sur mon rapport de mer. Il avait raconté qu'il est tombé en pleine Méditerranée, à ce pareil endroit, et qu'il avait mis des avaries, il pouvait pas se dépanner, et tout ça, et c'est pour ça qu'il était en retard, parce que les Italiens de Gênes, qui avaient commandé le liège, ils attendaient ce liège depuis, ça a duré quelques jours, ça, dans tout ce truc qu'on a fait là. Alors, donc, on était au tribunal, tous les deux, on avait deux angelots, avec sous l'œil du capitaine à côté. Le capitaine a expliqué, voilà, j'ai eu ça, j'ai eu là, voilà mes 2 témoins, mes 2 matelots, et il a signé lui, et nous deux, Marc et moi, on a signé tous les 2, puis on est rentrés. Et on était à Gênes, quoi. On était à Gênes, alors on dit avec le capitaine, écoutez, il y a je ne sais pas combien de mers qu'on est sur le bateau, on n'est jamais sorti à terre. On est resté d'un côté et d'un autre, sous tous à terre, et on a besoin de sortir un peu, de se mouiller, d'aller voir un trou dans un bar, alors il est sorti, il nous a donné à tous les deux des livres, tu sais, et pas pour faire une grande fête, quoi, mais pour sortir pour aller voir un coup. Quand on est rentré, on peut le voir, comme ça, à son bureau. Alors on dit, capitaine, si vous avez, on dit, ils m'ont tout pris. Tout l'argent, ils m'ont pris tout l'argent que j'avais. Donc je peux pas vous payer. Je peux pas vous payer. Et ça durait 6 mois, cette histoire, où vous nous avez rien payé. Alors que j'étais tombé dans une fosse à Pleurin, service militaire, et que on me disait, tu vas avoir de la chance, que j'ai failli me noyer dans un machin de Pleurin. Donc, je n'ai pas été payé pour tout ce temps. Moi, je dis, non, mais écoutez, faut pas vous faire, alors on dit, écoutez, capitaine, non, franchement, ça dépasse déjà, on n'a pas été payé, vous nous avez donné une misère pour aller voir un coup à terre, on revient, et puis vous nous dites que vous n'avez plus d'argent, que tout. Je dis non, on préfère demander notre débarquement. On était tous les deux, mon copain et moi, on était d'accord. Il attrape, il ouvre son tiroir, il dit,
partir? Je dis oui, on va débarquer, tout ça. On ne touche pas un port de France, ni rien du tout, on ne peut pas débarquer, il faut bien qu'on débarque quelque part. Il sort un tiroir, il prend un revolver, et lui sur la table de son bureau. Alors, il me dit, vous voulez partir? Alors, quand on a vu ça, tout sûr, le sourire. Il dit, parce que on va faire notre voyage, mais si j'arrête, et là, je vais opérer. On va aller à Tanger, et on va faire un voyage. On dit, d'accord, capitaine, si on revient, vous nous payez, ça durait 6 mois, ça, tout ce trafic, là. Et donc, on est resté. Quand on a vu le revolver, on est resté, et alors on est parti tout de suite, après de Gênes, direction Tanger. Alors on s'en va, on arrive à la hauteur des Baléares, il y avait une petite crique qui sait, voilà. On s'est installé dans la petite crique, et on a attendu le lendemain pour repartir. On avait même mis une voile. C'est dans une photo où il y a mon copain sur la voile, tu sais. On a mis une voile pour économiser du gasoil, là, et puis partir à Tanger pour faire un voyage. On arrive à la hauteur de Gibraltar, on rentre dans le port de Gibraltar, mais on ne s'en est pas marqué, parce qu'il faut payer la quai. Alors on est resté en rade de Gibraltar, alors on a jeté l'ancre, et le bateau, sur l'ancre, il tournait comme ça, mais en tenant, on ne personne, et on ne payait pas le quai, parce qu'on n'avait pas d'argent. On lui avait tout pris, alors qu'est-ce qu'il fait en arrivant? Il prend sa mallette, il dit, bon, je m'en vais, mais je vais retourner rapidement avec les ordres pour avoir un chargement, et vous ça, je peux vous payer. Il prend un serviette, il s'en va. On est resté 1 mois dans la rade de Gibraltar, à tourner et à vivre sur son l'ancre. Et nous, comme on était les 2 matelots, les autres étaient officiers mécaniciens, les autres, on n'était que 2 matelots, alors le cuistot, il se levait le matin, il mettait sa toque. Alors que c'était pas un bateau à toque, c'était pas un tombeau. Et il mettait tous les matins une grande marmite d'eau sur le feu. Et alors il fallut une porter à manger. Alors on s'en prenait le nounou, on s'en allait à Gibraltar, on arrivait juste en face, et on laissait en aller notre nounou pour le reprendre. Alors après on allait chercher du travail. Alors on a les marchés qui s'installaient, le marché, on avait demandé s'ils n'avaient pas besoin pour transporter des marchandises, pour des sacs de pommes de terre, des sacs de carottes, toutes sortes de choses, quoi. Alors ils disaient, ouais, ça c'est les Français fauchés qui viennent. Mais après, ils nous donnaient toujours quelque chose, des carottes, des choses du marché, pour le travail qu'on faisait, quoi. Pour nettoyer, après, pour emballer tout, pour mettre dans sa carriole ou dans sa voiture. Et on arrive donc un jour avec un grand sac de 50 kilos de pommes de terre. On avait laissé le loup donc en face du bateau, mais sur le port, quoi. On prend le loup, on prend le sac de 50 kilos de pommes de terre, on le met dans le loup, et puis on prend les rames et on s'en va à bord. Quand on arrive, on fait signe, on met nos mains, on prend ce sac de 50 kilos de pommes de terre, et pour le retourner. Pendant ce temps, le capitaine n'était pas là, et ça a duré 1 mois. On est resté là. Il n'avait rien à bouffer que ce qu'on a mené, mon copain et moi, du marché, qui voulait bien nous donner, moyennant le travail qu'on faisait, pour nettoyer, pour mettre, tu sais. Et donc on arrive contre le bateau. Et alors il y en avait un ou deux qui se sont mis là-haut pour prendre le sac. Et nous, comme on était dans le loup, quand tu te lèves avec un poids, et que le sac de 50 kilos, il touche la coque, et donc le sac, quand tu es dans le bateau, tu dirais qu'on a failli tomber tous les deux à l'eau, mais le sac, on a été obligé de le lâcher, il est tombé. Et on a mis 6 heures pour la ramasser, on avait mis deux grandes perches, tu sais, attachées l'une de l'autre, et chaque fois le bateau, il passait
sur l'endroit, parce que l'eau était limpide et claire, et on voyait le sac. Mais on passait, mais si tu n'arrivais pas à l'attraper, comme ça tombait sur l'encre, quand tu faisais tourner sur l'encre, il fallait que tu tombes toujours au même endroit, il fallait attendre l'encre d'arriver au même endroit, pour mettre la frange d'affaire, et on peut tous les deux essayer de tirer, on a mis 6 heures pour monter ce sac. Et quand on a monté, on dit, ben bon, là, vous n'avez pas de beaucoup aider le sac de 50 kilos, parce que c'est lourd, hein. Ouais. Et ça a passé les pommes de terre 6 heures, que c'était déjà alors donc ces pommes de terre qui étaient au fond de l'eau, bien sûr, quand on les a remontées, elles étaient molles, alors on les a mis à sécher sur le pont, pour les sèches, pour pouvoir les manger. Et là, donc le lendemain, c'est le capitaine qui arrive en catastrophe, parce qu'il y avait un aéroport à Gibraltar. Et puis il vient avec sa sacoche, son attaché fesses là, et il dit, ben ça y est, allez, on va rentrer à Tanger, je me suis rangé pour avoir un voyage et de la cigarette. Mais je dis, mais il faut monter le bijou. On lui a dit, mon copain et moi, on peut monter le bijou. Il dit, non, laissez-le comme ça, laissez-le derrière. Alors on a traversé le détroit avec le bijou derrière, et on arrive à Tanger. On arrive à Tanger, on est dans le pont, on se met à pied. Et là, il prend sa sacoche, il s'en va, il ne va plus rouge. On a entendu, mon père lui a eu loin, on n'avait rien mangé. Le Christo, lui, avec sa torche sur la tête, il n'a pas besoin de torche pour la manger la journée. Donc c'est vrai, ils sont à pêcher des petits poissons, tout ça, et nous on dit, ben écoute, ramasse-en, puisque tu aimes bien pêcher, tu pêches, et puis on se fait une friture pour manger. Non, il fallait qu'on aille tous les deux, mon copain et moi, derrière la jetée du port, souvent pour les endroits où c'est, et pour les ramasser des oursins et des moules. Et là, on lui a porté tout ça, et là, il avait de quoi mettre dans l'eau chaude qu'il avait préparé déjà depuis le matin pour qu'on mange. Mais le poisson des pressions, c'était le chat du bord. C'était pour son chat, parce qu'il avait un chat, et donc le poisson que j'ai touché, c'est pour lui. Et donc on a attendu, on a dit, mais on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas. On a sorti, on a se promené le long de la plage, et on voyait des restaurants, de tous les gens qui étaient assis à table, qui mangeaient, et nous on n'avait rien bouffé. Et on était un petit peu en Amérique, on avait des drôles, tu sais, mon copain et moi. Et on regardait tous les gens qui mangeaient à table, on a poussé le long de la plage, même on allait sur la plage des portes pour aller la mer et tout. Et puis on rentrait à bord, puis on n'avait rien, parce que là-bas on ne te demande pas du travail dans cette ville-là. Si c'est pas plutôt t'embarques avec une bande pour faire des coups, là-bas on travaille, il n'y a pas des paysans qui travaillent pour eux, quoi. Et donc on est resté là, et tous les jours c'était la même sérénade. On partait à monter sur les rochers, ramasser des oursins, on a mangé des oursins et des moules, pendant je ne sais pas combien de temps. Et ça a duré 2 mois. Et un jour, mon copain, moi, je dit, mais écoute, j'ai ce qu'on appelle, prends tes affaires, maintenant que tout le monde est occupé, préparation est à bord, encore un ils sont sortis, les mécaniciens et tout, on s'en va, on prend le sac, et on s'en va voir le consul. Le lendemain, je prends le consul, de prendre sa tangère, et on monte, il m'explique la situation, ce qu'on avait fait. Il dit, le conseil me dit, vous savez, je comprends ce qui se passe ici, ces histoires, vous les connaissez, dans les bateaux comme ça, si vous n'êtes pas les premiers, à qui c'est terminé. Je vais vous donner un billet de passage, je sais, avec le cachet de son fût, tout ça, français, et vous prenez le train sans argent, on donne le ticket, là-bas, c'est le France après qu'il a poussé la terre, quoi. Et donc, on a pris le train, mon copain et moi, et il est rentré à la Sicile.